pourrais dire? La question, est-ce que le salaire est le seul ou un des leviers d'attractivité? Eh bien, pour moi, non. Je ne suis pas d'accord avec ce qui a été affiché. Vous me direz, c'est normal, je suis RRH, côté employeur. Dans notre secteur, le médico-social, on a des grilles salariales. Je pense que tous les secteurs d'activité n'ont pas la chance d'avoir cette grille. Je ne connais pas tous les autres secteurs. Puis juste avant que présenter peut-être la Fondation OVE. Oui. Oui, bien sûr. Donc la Fondation OVE est une fondation relevant du secteur médico-social. Nous accompagnons les personnes vulnérables, des personnes handicapées. Nous avons 100 établissements en France, des maisons d'accueil spécialisées, des foyers d'accueil médicalisés, un EHPAD et diverses structures d'accompagnement des enfants en situation de handicap. La fondation OVE existe depuis l'après-guerre et s'est développée depuis 2015 sur le secteur nord-ouest de la France, c'est-à-dire l'Île-de-France, la Normandie et Pays de la Loire. Très bien. Et donc les volumes d'emploi et le ratio contrat long, contrat court, quel type de contrat, recours à l'intérim, etc. Alors, nous avons 2500 salariés en CDI. Le recours à l'intérim reste, selon moi, massif et imposé par la réalité du secteur, du médico-social. Les grilles salariales que j'ai évoquées tout à l'heure datent de 1900. La convention collective date de 1966 dans notre secteur. Les salaires sont bas dans notre secteur d'activité, c'est au cœur de l'actualité aujourd'hui. On a des grilles même en dessous du SMIC, mais elles existent. Les directeurs, les établissements recourent à l'intérim, beaucoup d'intérim. À l'échelle de notre fondation, ça représente un gros chiffre d'affaires pour les entreprises de travail temporaire. Si je dis 9 à 10 millions de chiffre d'affaires dans notre secteur, moi, ça me semble énorme. Les personnes préfèrent l'intérim. Beaucoup de personnes préfèrent l'intérim. On fait avec. Ça ne nous arrange pas tout le temps, mais pour accompagner nos personnes en situation de vulnérabilité, on est obligé de travailler à l'intérim, et c'est pour ça qu'on est aussi membre de la coopérative Medicop. Quand vous dites que ça vous plaît qu'à moitié d'avoir beaucoup d'intérimaires, est-ce que justement c'est lié au niveau de qualification, c'est problème de qualification? Non, on peut trouver des bons profils en intérim, et peut-être même de temps en temps en intérim on trouve des meilleurs profils qu'en situation de CDI. Peut-être la question d'intégration alors. Alors il y a l'intégration, mais il n'y a pas que ça. Il y a je pense que le choix de l'intérim par les personnes s'impose du fait que les personnes cherchent une certaine liberté, préfèrent aller d'un établissement à un autre. Est-ce que ça répond à la question? Non. Oui, alors sachant que vous gérez, donc la Fondation OVE gère, ce que je crois, c'est ce que vous m'avez dit, une centaine donc, d'établissements médico-sociaux, oui. Et lesquels sont non pas des établissements autonomes, mais ils font partie intégrante de la Fondation. Donc, oui. Ce qui en principe devrait fluidifier la mobilité interne, mais je ne sais pas. Nous, en tous les cas, à la Fondation, on essaye d'être exemplaires. Alors, c'est facile de le dire, exemplaire en tant qu'employeur. L'exemplarité, c'est quelque chose qu'on doit offrir à nos collaborateurs, vu que nos marges de manœuvre sur les salaires sont limitées, puisqu'on dépend des financeurs publics, c'est l'argent du contribuable qui finance ces emplois-là. Donc on se doit d'être exemplaire. Les grilles salariales, elles existent, on ne peut pas y déroger. L'exemplarité, c'est quoi? C'est offrir aux salariés une perspective sur le long terme.
C'est l'embaucher aujourd'hui sur un poste, peut-être sans diplôme, et c'est lui offrir l'opportunité au sein de la Fondation OVE d'acquérir ce diplôme. Nous avons des personnes qu'on appelle les faisans fonction aujourd'hui dans nos établissements. On peut les accompagner et on développe avec les dispositifs existants la formation et l'obtention des qualifications de ces personnes. Moi, personnellement, j'embête beaucoup les managers et je leur impose des campagnes limitées, enfin, dans le temps. J'insiste pour que tous les entretiens professionnels soient faits tous les 2 ans, voire au-delà. Si nos perspectives d'évolution, on ne peut pas les offrir au sein de la Fondation OVE, au moins on aura fait notre job et on les aura offerts aux salariés ailleurs. Peut-être chez Medicop, peut-être chez un autre partenaire, la Croix-Rouge ou les hôpitaux de Paris, je ne sais pas. Mais en tous les cas, pour revenir à l'histoire initiale, le salaire est-il le seul levier ? La réponse est non, selon moi. Il faut qu'on offre aux collaborateurs du sens. Il faut que le manager soit exemplaire. Il faut qu'il assure l'employabilité du salarié. Il faut qu'il développe ses compétences. Il faut qu'il l'aide à concilier sa vie personnelle avec sa vie privée. Et puis, il faut qu'il soit réaliste. Si cet intérimaire, si cette personne préfère le statut d'intérimaire, eh ben nous, on est membre actif de la fondation, de la coopérative Medicop, eh ben on lui offre aussi l'opportunité d'être en intérim entre nous. C'est-à-dire, moi je préfère travailler par exemple avec une structure coopérative, je sais à qui j'ai affaire, que de travailler avec des entreprises qui existent, avec qui on travaille également, du secteur marchand, mais je préfère l'éthique. On en parlera tout à l'heure, ça. Ouais. Okay. Ouais. Juste, vous êtes combien dans l'équipe RH donc, à la Fondation OVE ? On est nombreux, on est 25 personnes à peu près, mais c'est la partie paye qui est prépondérante. Donc on est 3 RRH. Et on est à la fois... 3 RRH régionaux. Hein, 3 RRH sachant que régionaux. votre siège est à Lyon. Le siège est à Lyon avec voilà. Un DRH qui s'occupe des parties relations sociales. Et 3 RRH généralistes et chacun d'entre eux porteur d'une thématique. Pour ce qui me concerne, moi je suis chef de projet formation et j'essaye de sensibiliser. Je suis référent national handicap au sein de la Fondation OVE. Et alors, par contre, vous parliez des managers, parce que visiblement, vous leur compliquez la tâche. Donc, est-ce qu'eux, ils vivent bien ça ? Pas trop, de temps en temps. On leur demande beaucoup de choses. Les autorités publiques, les ARS, etc., leur demandent de rendre des comptes, des chiffres. Mais nous aussi, on leur demande beaucoup de choses. Un manager qui ne fait pas ses entretiens professionnels, ça peut être lourd de temps en temps, ben, il peut avoir comment dire, pas des reproches, mais on peut lui dire, bah, écoute, le taux de réalisation de tes entretiens professionnels n'est pas bon. Ça fait partie de nos pratiques. Voilà. Ça met la pression, c'est quand même un sacré enjeu hein, pour vous après. Parce que justement, les managers, il faut manager les managers après. Hein. Eh ben oui, ils vivent beaucoup de... Enfin, c'est dur d'être un manager, c'est dur d'être directeur d'un établissement médico-social, on demande beaucoup de choses, mais quelque part, quand ils rentrent chez nous, quand on est manager, il faut être conscient qu'on a du turnover, donc il faut gérer les plannings, un manager gère les plannings, on a des équipes, on est ouvert 365 jours par an, 7 jours sur 7, 24 heures, donc il faut gérer les plannings, il faut gérer les aléas de dernière minute, même les intérimaires de temps en temps ne se présentent pas, ben oui, c'est dur d'être manager. Et lorsqu'on a parlé, vous et moi, en préparant cette matinée, justement des leviers, et oui. Effectivement, vous m'avez dit ce que vous avez dit à l'instant, à savoir que le salaire, pour vous, c'est vraiment pas le premier levier, et pourtant, dans un secteur oui. où les salaires sont bas, alors l'une des réponses, c'est que justement, vous nous l'avez donné, vous nous l'avez indiqué, vous êtes prêt et vous avez envie de prendre des personnes
même non qualifiés, et puis de les accompagner et de les construire dans un parcours de qualification. Et oui, est-ce que là-dessus, du coup, vous avez des grilles d'évolution possibles pour ces personnes quand elles montent en gamme? Oui, on a parlé tout à l'heure de mobilité. Un faisant fonction, par exemple, sur un poste éducatif, si on lui offre l'opportunité avec un dispositif de professionnalisation qui s'appelle la Pro A, par exemple, on lui offre l'opportunité d'accéder à un poste supérieur, on le change de grille. Alors, ça peut être surprenant dans notre secteur, hein, c'est des grilles, c'est comme ça. On offre ces opportunités. On essaye aussi de fluidifier pour le manager les notions telles que le 1% logement, etc. On met en avant ces notions-là. Mais effectivement, on offre cette possibilité. Et encore une fois, je pense qu'il faut avoir à l'esprit que si l'évolution ne se fait pas chez nous, eh ben, le collaborateur il partira content ailleurs. Il aura toujours à l'esprit que la Fondation OVE a été responsable et a pu pour lui développer son employabilité, pas au sein de la Fondation, mais ailleurs. Oui, c'est-à-dire que votre vision de la chose, c'est vraiment une dynamique de progression, de parcours d'évolution. Oui. Et alors, dans les leviers, effectivement, quand on s'en est parlé, la première chose, le premier levier que vous m'avez indiqué, c'est la considération de la personne. Oui. Et le second que vous m'avez indiqué, c'est de la clarté contractuelle. Pourriez-vous nous expliquer ça? Alors, la considération pour la personne, la première des choses qu'on essaye de demander au manager, c'est quand on embauche quelqu'un, le premier jour, la considération à la personne, c'est être présent. Être présent le jour de l'arrivée. Le premier jour de l'arrivée d'un collaborateur, d'un aide-soignant, c'est pas lui dire « Tiens, voilà, il y a une personne vulnérable, tu vas faire sa toilette ou tu vas l'accompagner ». Non, le premier jour n'est pas consacré au travail. Le premier jour doit être consacré à présenter la Fondation et les attendus du poste. Rien de pire pour une personne d'arriver et de ne pas se sentir considéré. On a tous à l'esprit notre peut-être première expérience professionnelle, moi je l'ai, où j'ai été mal accueilli. Je me rappelle toujours de cette enseigne de travail temporaire chez qui j'ai travaillé. Aujourd'hui, j'ai toujours un préjugé à l'égard de cette entreprise de travail temporaire parce que j'étais jeune diplômé à l'époque et on m'a mal accueilli. Je ne me suis pas senti considéré. Ça me poursuit jusqu'à maintenant. Je ne travaille pas avec eux en intérim. Je ne citerai pas cette enseigne. Mais ça ne m'étonne pas. Et alors sur la clarté contractuelle, qu'est-ce que vous entendez par là? Eh bien, la clarté contractuelle, c'est quand on a une personne qui arrive. J'ai eu l'exemple récemment, on est dans le secteur où on parle de Ségur, la Forcade, le Ségur 1, le Ségur 2, la Forcade 1, la Forcade 2. C'est d'avoir le courage de dire à la personne et de ne pas lui mentir, par exemple. Ça arrive de lui dire, vous êtes... À un moment, on avait le secteur, la filière éducative qui était exclue du fameux Laforcade de 138 €. Et ben, c'est d'avoir le courage managérial de lui dire que ce n'est pas moi qui fixe les règles, c'est les pouvoirs publics. Vous n'aurez pas cette indemnité, par exemple. Et ça ne sert à rien d'entretenir un mythe qui ne dépend pas de nous et de dire oui, peut-être que bientôt vous l'aurez. Être clair, c'est... la clarté sur le salaire, voilà, on a des grilles, elles existent, elles sont pas intéressantes, mais je ne peux pas faire autre chose. J'applique ces grilles-là, par exemple. Ok, très très bien. Écoutez, merci beaucoup. Alors, je précise qu'évidemment, on aura l'occasion d'échanger entre nous et notamment avec donc nos auditeurs donc en visio, puisque il y a la possibilité, bien sûr, dans le module questions-réponses qui est le vôtre. Hein, vous verrez dans votre interface, vous avez un module questions-réponses dans lequel vous pouvez bien entendu poser toutes vos questions. Nous allons les accumuler et puis voilà, après, lorsque nous aurons entendu nos 4 intervenants, on pourra échanger autour de vos questions et évidemment les poursuivre ensemble. Merci beaucoup, Monsieur Chekir. Vous aviez non, vous aviez un mot à ajouter? Non. Non, je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous dire que nous avons impulsé au sein de la Fondation l'obligation psychologique pour chaque établissement d'embaucher des jeunes en situation d'alternance. En 2019, à la Fondation OVE, on était à 7 alternants. Aujourd'hui, nous sommes à 45 alternants en 2 ans. On ne fait pas ça pour les aides, on n'en a pas.
On est une entreprise de plus de 250 salariés. Mais pour nous, embaucher des jeunes en alternance dans des secteurs sous tension, aides-soignants, éducateurs, etc., c'est préparer le futur CDI qu'on va avoir avec eux. Très bien. Voilà. Oui, c'était important de le préciser. Merci beaucoup. Oui. Et puis l'exemplarité, je suis référent handicap, j'insiste. Aussi, nous embauchons, au-delà de la situation de handicap, nous embauchons des gens à raison de leurs compétences. La compétence, ce n'est pas un entretien qu'on va voir ça. La compétence s'acquiert avec le temps. On peut embaucher quelqu'un quand il a un diplôme, en principe, il y a une garantie. Mais la politique RH doit être un levier de développement de toutes les formes d'embauche, l'apprentissage, la professionnalisation. On a un partenariat également avec EOTH, par exemple, pour favoriser l'intégration des personnes en situation de handicap.